bonjour tout le monde pour notre émission, une nouvelle édition d'une longue série que nous ferons les années et les mois qui viennent d'À Contretemps. Comment ça va? Très bien, oui. Je salue tout le monde sur le plateau et puis tous les auditeurs et auditrices. Les faits marquants de la semaine? Eh bien, oui, c'est le recul du couvre-feu. Pas pour moi, parce que ça ne me change rien pour moi, mais pour les restaurateurs, pour ceux qui ont souffert vraiment. Je pense qu'il est temps. Tu n'imagines pas, hein, pour un professionnel, ce que ça peut être comme dur. Donc vraiment, je leur fais un grand coucou et bon courage. Monsieur Marajo, Eddy. Bonjour. OpenSoft System. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu de frappant, de marquant, d'émouvant? On a fêté notre 30e anniversaire. Ah, bravo! Ouais, on est né le 8 février 1992. Ça ne rajeunit pas. Oui. Mais en même temps, la sagesse est acquise au fil du temps. En cours d'acquisition. Ça, c'est la version optimiste des choses. Non, et puis je pense que cette semaine est quand même une semaine à marquer d'une pierre blanche, comme on dit, parce que des scandales politico-financiers qu'on croyait enterrés, qui n'allaient... Enfin, beaucoup de gens disaient « Ouais, mais vous allez voir, ça va pas sortir ». Moi, je salue les gens qui ont eu du courage d'en parler déjà, et puis... la justice qui fait son boulot, c'est très bien. Mon cher Christian Boutan, ex-délégué de la SACEM. Ex-délégué, retraité. Relativement heureux, comment ça effectivement. Va Pas mal. Ne nous parle pas de débats de mer, ne nous parle pas de... Non, je ne parle pas de ça. Alors, jusqu'à maintenant, ça allait, et puis je suis arrivé, puis j'ai vu Eddy Marajo en face de moi. Alors, je deviens fébrile. C'est pas vrai. Et en même temps, je suis très heureux de pouvoir partager un plateau avec cette personnalité qui... éclaire nos esprits depuis très longtemps. Vous allez voir ses qualités politiques, parce que j'ai mis un gros morceau politique, un gros os politique pour lui et pour nous, parce qu'il faut quand même s'y coller, hein, parce que bientôt les élections. Bien sûr. Et la dernière toute petite, là, mignonne et jolie, Nadia? Oui, j'ai fait la lumière, je suis passée. Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Pas de fait marquant particulier cette semaine, si ce n'est un petit point météo. Je ne pense pas être la seule, mais... c'est fou le vent qui souffle. À défaut de la pluie, hein, la sécheresse a déjà commencé, mais les avants, ils savent pas que le 14 février est passé. Oui, voilà. Non, mais on ne fait pas une émission météo, là, on fait une émission d'actualité. C'était l'actu, c'était le point météo de l'actu. Bon, alors, moi, je vais vous dire ce qui m'a frappé, c'est que Michel Geoffroy a été élu nouveau président de l'université. Il a 48 ans, il est prof de mathématiques à la faculté de sciences exactes et naturelles de Fouillol. Il est guadeloupéen. Il est, comme était M. Jeanqui avant, qui l'a remplacé, il est directeur de laboratoire de mathématiques. Et puis il y a deux vice-présidents, parmi les deux, il y a un Martiniquais ou une Martiniquaise. Bon, membre du conseil d'administration. Il a obtenu 21 voix contre notre cher Philippe Hunel, qui est bien gentil, mais qui n'en a eu que 9. Ma question que je me pose, ne répondez pas, est-ce que l'intervention du président de la chimie, du président de la CTM, qui a été de faire savoir que le moment est venu d'appliquer le principe d'alternance dans la gouvernance de l'université. Et puis il ajoute, il ne s'agit pas d'une obligation juridique, mais d'un principe moral qui s'impose à tous. Je conclus, je réponds, il n'a pas été très entendu. Deuxième point qui m'a frappé, c'est notre ami Fred Thiraud, patron des Républicains locaux, qui a répondu à la lettre ouverte qui a été faite contre son positionnement politique aux côtés de j'ai bien aimé sa formule à notre confrère aussi, c'est encore un avocat qui sévit politiquement. Il a répondu aux troublions des Républicains locaux qui lui ont reproché son positionnement. Oui, parce qu'il était avec une autonomiste, je ne sais pas si elle est réellement si autonomiste que ça, Catherine Concorde, mais il a répondu que c'est un épiphénomène. Alors, un épiphénomène désigne ce qui se surajoute à un phénomène sans exercer sur lui aucune influence. Dixit le Robert. Autrement dit, ce n'est pas la pluie pour mouiller Titi-Wo. Bon, voilà. Ségolène Mélenchon fait une déclaration d'amour. J'ai obligé de vous lire ça. Ségolène fait une déclaration d'amour à Mélenchon. Mais du coup, psychologiquement. Ségolène fait une déclaration d'amour à Mélenchon. Voilà. Un copain qui me dit, mais tu parles trop vite et puis tu prononces mal. Je lui dis, j'ai gagné ma vie avec ça. Bon, bref. Alors, voici ce qu'il lui dit. C'est lui qui fait la meilleure campagne. Voici ce qu'elle lui dit. C'est lui qui fait la meilleure campagne. Il est en train d'arrondir les angles sur ce qui pourrait
qui pourrait déplaire chez lui. Il est capable de répondre à l'ensemble des questions. Il est structuré, il est cultivé. Il a l'expérience d'une campagne présidentielle. Il sait prendre des coups. C'est lui le plus solide, a-t-elle assuré sur BFM TV. Je pense qu'elle s'est contre au Parti Socialiste. Enfin, moi, mais elle peut être amoureuse quand même, n'est-ce pas? Il dit, bon, ne répondez pas, c'est la partie sans commentaire. Et puis une compagnie aérienne, ça j'ai trouvé ça marrant, une compagnie aérienne qui a proposé, c'est Air Canada, dans le cadre du mois de l'histoire, qu'une équipe, l'histoire des Noirs, Black History Month, voilà, une liaison Toronto-Fort Lauderdale en A330, en A300-300, avec un équipage noir. Je trouve ça un petit peu un équipage noir, et puis on dit qu'on... Alors, bref, je ne sais pas, je sais que dire. Je reste perplexe qu'en 2022, pour une compagnie décide de mettre un équipage noir dans un avion pour commémorer... je ne sais pas, mais je pense qu'on est un petit peu plus en avance, certains d'entre nous, ici. Sachant qu'eux, ils ont un mois de l'histoire noire. Pas de commentaires. Ah oui. Alors, pour la première fois, les courbes se croisent entre Valérie Pécresse, 14,5%, et Éric Zemmour, 15%, qui passe à la 3e place sans progresser. Notre ami Eddy va travailler ça tout à l'heure pour vous, il va vous dire les implications et les conséquences. En tous les cas, le duo reste pour le moment derrière Marine Le Pen, qui est toujours à 17,5%, en progression de demi-point, et Emmanuel Macron, 25%. Vous pensez bien qu'on va demander à Eddy tout à l'heure, c'est quoi les sondages, comment ça fonctionne, quels sont ça. Alors, est-ce que maintenant le parti d'Éric Zemmour va pouvoir aspirer la droite? Question qu'on va poser aussi. En attendant, jingle actualité. Ça n'est pas de moi, c'est le titre d'un article du Monde, je crois, qui est ainsi intitulé « Une campagne présidentielle sans sujet ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thématique mobilisatrice. Mais enfin, Eddy va vous expliquer tout ça. Écoutez par Eddy. Bien, mais écoutez, merci de votre confiance, parce que oui, totalement. C'est un sujet, sans jeu de mots, un peu particulier. Bon, je ne crois pas que la présidentielle soit sans sujet. Donc je prends à contre-pied Le Monde. Mais bon, je vais peut-être vous surprendre et je vais essayer de ne pas mettre de statistiques ni de chiffres de manière générale dans ma réflexion, puisque tu m'as sommé d'y réfléchir. Je pense que la thématique de la présidentielle, c'est devenu la présidentielle. Un peu comme si l'élection s'était singularisée, s'était détachée de la vie politique. Et en fait, c'était séparé du processus démocratique. C'est comme si c'était devenu le Super Bowl par rapport au championnat américain de football. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de gros événement. Oui, c'est un astéroïde en fait qui passe devant nous régulièrement, tous les 5 ans, sans que nous puissions y faire grand-chose et surtout avec la certitude qu'on ne fera pas grand-chose de toute façon. D'où, et c'est peut-être là que les journalistes du Monde ont été frappés, le vide sidéral de sens, à la fois du contenu et puis surtout, et j'insiste à nouveau, de perte de sens. Ouais. Alors, vous êtes frappé par la vacuité du discours. On vient de voir que Ségolène est partie dans une espèce de spirale admiratrice et laudatrice pour le camarade Mélenchon. L'atomisation des messages et des porteurs de messages. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de candidats. Donc, comme ça, pas qu'à servir à rien, autant nous aller pour nous parler. Et je dirais l'illustration locale, ça va être les législatives. On a eu 53 candidats en 2017, au record mondial par rapport à la population. Donc, et puis, il n'y a pas de sujet, parce que la présidentielle, en fait, ce n'est pas un sujet. Ça ne sert à rien, parce que le président ne sert plus à grand-chose. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais il se vend lui-même. Oui, comme les autres. Lui, il a un avantage compétitif déloyal, puisqu'il est président de la République. Et vous avez vu qu'il a jusqu'au 26 février, grosso modo, parce qu'il ne peut pas aller au salon de l'agriculture en tant que président. Ouais. Et il va donc, on peut peut-être vous l'annoncer, il va probablement se déclarer dans les jours qui viennent. Donc,
Et en fait, cette espèce d'événement médiatique un peu particulier, c'est devenu un événement, on n'a pas cette sensation-là, mais c'est devenu un événement commercial. C'est-à-dire que la présidentielle sert à vendre des sondages, sert à vendre des médias, des journalistes et des pubs, comme si on était au spectacle, en fait. C'est une grosse fête. C'est une fête. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi c'est devenu ça ? En réalité, c'est devenu ça parce que le marché en a décidé. Et en fait, c'est le marché qui décide. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que cette espèce de bonheur, voire de rêve absolu, qui est celui de penser que nous avons la main sur les choses du temps, c'est fini. Autrement dit, donc, le grand emplacement, les problèmes écologiques, le réchauffement climatique, l'Europe, l'abandon de Barkhane, etc. C'est géré. Ça va dedans. Non, c'est géré. C'est géré, bien évidemment. C'est géré en petit comité avec un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément des politiques. Il y a quelques politiques à l'intérieur, mais ce sont des gens qui appartiennent à la finance, qui appartiennent au monde du renseignement, de l'information, notamment les médias. Et en fait, c'est comme une espèce c'est un choix. Le marché a décidé que le carnaval de la présidentielle serait un moment sympa, une grande fête. Un peu comme les Jeux Olympiques, Koh-Lanta ou la finale de la Coupe du Monde. Les gens du gris-gris pilotin ou de l'Aiglon savent pertinemment que la finale de la Coupe du Monde n'a aucun impact sur leur quotidien. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à Garges-les-Gonaises ou à Font-Saint-Denis, les gens savent que cet événement-là, qui est un événement festif absolu, n'a aucun impact sur leur vie quotidienne. Et c'est de plus en plus la réalité. Une petite question connexe. Avant de passer sur l'impact de ces élections ou de l'intérêt que peuvent porter les Martiniquais, autrement dit, les 27% qu'il a, c'est aussi le marché qui les lui affecte, qui les lui attribue. Ça se construit, 27%. Ça se construit. Je vous rappelle que les sondages qui sont là, ce sont des sondages qui sont faits sur Internet. C'est seulement comme ça qu'on peut faire un sondage par jour. Ouais. Donc en réalité, c'est seulement les gens qui sont payés pour répondre qui répondent. Ouais. Donc, on a vu ce que la dernière fois, ce que les sondages ont donné, ils se sont plantés magistralement. Donc par conséquent, réduire la vie démocratique, parce que je ne partage pas la vision, comme me semble-t-il un peu excessive, d'Eddy de qualifier de Koh-Lanta, de carnaval. Moi, je pense que pour des gens pour qui aller voter dans d'autres pays, je parle, aller voter, ils risquent leur vie. Pour des femmes qui ne peuvent pas aller voter, je pense que en fait, c'est un comportement un peu d'enfant gâté de la démocratie. Je crois que le fait d'aller voter, c'est un principe, et il dépend de nous que nous fassions de cet événement quelque chose de plus important que ce que c'est devenu. Et si on dit qu'il n'y a pas de sujet, je trouve que c'est parce qu'aussi les médias n'en posent pas tellement, parce que les médias surfent aussi sur les questions qui n'ont pas d'importance. Oui, mais alors, Eddy, concernant la Martinique, on a 8000 km de tout ça, on n'est pas Bolloré, patron de la presse, tiens, il est en train d'acheter, il est en train de négocier, donc les bouquins qu'on va lire, c'est fait, il faut être orienté. Quelle est la répercussion sur nous? Et quand PIA, on pose des questions, on voit des questions aux candidats à gauche de Macron, pas Macron, est-ce que c'est gadget? Je ne dis pas un truc méchant. Tu me pousses là, tu me pousses. Non, moi je voudrais féliciter les gens de PIA. Je voudrais les féliciter à la fois parce que c'est leur anniversaire. Ils sont nés le 3 février 2019, donc ils ont 3 ans. Yes. Félicitations. Et puis aussi les féliciter parce que dans le paysage politique martiniquais, il n'y a pas tant de gens que ça qui réfléchissent, qui s'asseyent et qui écrivent. Parce que là, ce sont des gens qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont échangé, et qui ont eu le courage de publier leurs réflexions. Parce qu'il n'y a l'eau qui a réfléchi, qui a boé, qui a zouké, qui a dansé, et puis bon, il fait un colloque, quoi. Non, mais là, c'est intéressant. Un document comportant 11 orientations. Tout à fait. Elles sont toutes louables, mais simplement, il en manque une qui est centrale, c'est l'économie.
Alors, à l'intérieur, il y a des bouts d'économie qui ont été mis en exergue, par exemple l'agriculture, la vie chère, etc. Mais le cadre économique, et je pense que c'est ce qui manque le plus. Alors, sur l'impact, il est clair que, évidemment, on ne va pas se faire d'illusions sur la capacité d'attention et de vigilance des candidats sur une plateforme émise par un parti politique de la Martinique. Déjà que la plupart des candidats, quand on leur dit il est quand même nécessaire d'aller dans les DOM, notamment aux Antilles-Guyane, pour au moins augmenter ta notoriété, ils ne savent pas vraiment combien de temps ça va prendre, je parle du vol, et puis ni où ça se situe. Donc, et ni pas tellement ce qu'ils vont dire aussi, enfin, on leur donne des fiches. Et puis bon, ouais. Donc globalement, j'ai quelques doutes sur, on va dire, l'efficacité de la méthode. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait que des Martiniquais puissent réfléchir à leur avenir en essayant de produire une parole qui soit cohérente. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs que cet exercice intellectuel-là, ils le font à l'occasion d'une présidentielle. Je pense que c'est bon signe. Parce que, vous savez, on parle tout le temps de la vacuité intellectuelle du pays. C'est bien la preuve que ça n'est pas vrai. Donc, il faut se réjouir. Une question pour passer la parole à Doc. Tu ne vas pas mobiliser toutes tes missions qu'on fait. On te fait venir, tu es invité. Mais enfin, donne une chance aussi. On ne connaît pas beaucoup de choses. Mais enfin, quittez-nous politiquement aussi. Mais je te pose quand même une... Moi, ça, c'est la meilleure. Quoi. Le mec, il m'interroge, il me pose une question, et puis je réponds, et puis quasiment mais nous sommes dans un débat, tu sais que j'ai une liberté intellectuelle totale et que je peux très bien ne pas répondre à ta prochaine question. Ce serait très bien. Alors, une dernière question, parce que je veux que tu répondes à ça. Est-ce que tu penses que nous sommes dans un contexte, une conjoncture où, comme Sarkozy l'avait fait à l'époque, on va nous sortir... on va sortir une autonomie bien ficelée, plus intelligente, quoi, une autonomie... Non, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Moi, j'aimerais vous citer une phrase d'Aimé Césaire, que Aimé Césaire a donné à livrer, une réflexion qu'il a livrée à son fils, son dernier fils, Marc. Parce que Marc lui dit, bon, moi, je suis le président du Balisier de Paris, et désormais, Aimé, je vais prendre mon indépendance. Et Aimé l'a regardé, et il a dit, bon, pour cette histoire d'indépendance d'un balisier du PPM à Paris, ça va être difficile, tu es exclu. Ouais. Donc il a exclu son fils du PPM, c'est pas mal. Peut-être qu'heureusement qu'il n'a pas été président de la Martinique, peut-être que ça aurait été comme ça. Et puis, je te réponds quand même, l'indépendance, c'est pas pour maintenant et ce ne sera jamais le cas, tout simplement parce qu'on n'est pas assez nombreux. Non, je parle d'autonomie. Non, mais moi je parle de l'indépendance. Alors, comme l'indépendance n'était pas possible parce qu'on n'était pas assez nombreux, il s'est rabattu sur l'autonomie. Mais bon. On est d'accord sur le fait que ça ne va pas marcher. Qui bout de patience de répondre à tout ça, c'est Daniel. On va lui donner la parole largement sur les présidentielles. Il y croit, sur les présidentielles outre-mer. Outre-mer. Ce n'est pas que je crois particulièrement aux présidentielles. Je me félicite que nous soyons dans un système qui permette aux gens d'aller voter. Parce que je pense par exemple à l'Afrique du Sud et à Mandela, où la revendication c'était une personne, une voix. Donc le fait d'aller voter, pour moi, c'est le fruit d'une conquête. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Et donc moi, je respecte ce droit et je suis fière d'être dans un pays où je peux aller voter. Maintenant qui dévoie cet exercice démocratique, je le déplore, je le constate et je le déplore. Mais je pense qu'il faut que chacun de nous, moi je suis partisan qu'on appelle à la responsabilité de chacun. Alors, donc, les présidentielles et l'outre-mer. Et l'outre-mer, donc, l'outre-mer représente à peu près 1,6 million d'électeurs, 4,5%. Donc ça peut être tentant pour certains qui sont en mal dans les sondages de pourcentage. Tu es contre de l'abstention ? Oui. Donc par conséquent, mais en fait la réalité, il ne faut pas se faire d'illusions, ça compte pas vraiment. Ça peut aider. Oui, non, mais pas dans le contexte actuel. Il y a peut-être une époque, c'est-à-dire à un moment donné où il y avait une espèce de bipolarisation entre la droite et la gauche, les voix de l'outre-mer qui se portaient soit massivement sur un candidat, soit massivement
mouvement sur l'autre, ça pouvait avoir un intérêt. Mais à l'heure actuelle, avec la répartition des candidats, chacun va récolter quelques voix, et ça n'est pas ça, ça ne va pas se jouer. Ça ne va pas se jouer en Outre-mer. Et la candidature de Christiane Taubira ne va rien changer du tout, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte que lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois. Je signale quand même qu'elle a perdu le soutien du Parti radical, qui était le parti qu'il avait présenté la dernière fois, et qu'elle est en panne de savoir, même si elle pourra se présenter, puisqu'elle n'a pas de parrainage. Et donc, les gens, en Martinique par exemple, Mélenchon est arrivé en première position la dernière fois. Il y a toutes les chances que ce soit la même chose cette fois-ci. Donc, le contexte est complètement différent. Et moi, je crois qu'on aurait tort d'imaginer une reproduction du schéma de 2017 sur 2022. C'est très ouvert, et c'est vrai que l'abstention va malheureusement être un point important. Faisons un petit peu de casuistique. Comment, M. Letchimy, par rapport aux derniers événements, comment pensez-vous qu'il va se déterminer à l'occasion de cette votation de ces présidents? Ben, j'en sais rien du tout, moi, je ne suis pas militant. On fait de l'analyse, on ne fait pas la divination. Mais il s'est déjà exprimé. Oui, mais il n'a pas... Il s'est exprimé. Il a dit qu'au premier tour, il voterait pour un candidat de gauche, et qu'au deuxième tour, il y a de fortes chances qu'il soutienne Macron. C'est ça, il a déjà dit ça. Mais je pense que tous ceux qui sont... Imaginons qu'il y ait un schéma qui soit Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour, toute personne démocrate va voter Macron. Enfin, la question ne se pose même pas, et ce n'est pas une question d'étiquette politique. Vraiment, à moins d'être partisan de l'extrême droite, on ne va pas aller voter pour un candidat d'extrême droite. Donc la question ne se pose même pas. Tout le monde va appeler à voter Macron. Si Macron est au deuxième tour face à un candidat d'extrême droite. Les gens vont voter. Je vais être... Attends, les gens qui vont aller voter vont voter Macron. Je vais pousser ma question un peu plus loin. Moi, il est notre mandataire, il doit s'occuper de nos intérêts. Il demande à M. Castex de lui signer un contrat de partenariat, et il demande des sous. Et quand au premier tour, il va voter ailleurs que pour ceux qui lui ont tendu la main, vous direz qu'il est allé signer aussi un contrat avec l'Île-de-France. Avec Pécresse, oui. Donc, alors, quelle signification ça a d'aller... mais est-ce que tu es dans le terme on vend, on achète, je te vends ça, et puis tu me vends ton vote. On est, bon, la politique, c'est peut-être... Autour de ce plateau, vous acceptez... Non, il y a des conventions qui peuvent se faire avec un ministre, un Premier ministre, et puis avec une opposante. C'est des choses qui se passent parce qu'on tient compte de la réalité, qui veut qu'il y ait une forte communauté antillaise qui est en Île-de-France, parce que l'Île-de-France a montré qu'elle était intéressée, parce que c'est pas par hasard. Hein, donc là, il n'y a pas de principe idéologique. Mais par contre, pour aller voter là maintenant, on va respecter son éthique. C'est normal. Attendez, laissez-moi finir, ma chère collègue, laissez-moi finir ma phrase. Là maintenant, on aura brusquement une éthique, une morale politique, idéologique, on va voter à gauche. Bon, non, mais je constate. Mais ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on va passer de contrat qu'avec des gens de gauche. Je vais vous expliquer le code génétique de cette émission. Maximum d'informations, minimum de débat entre nous, parce que les gens sont assez intelligents pour se déterminer. Je dis simplement que lorsqu'il faut aller voter une élection que Burundi a bien donné des tenants et des aboutissants, une grosse fête foraine, je vais voter, alors ça n'a pas d'importance, il peut dire n'importe quoi, je vais voter à gauche parce que je suis un homme de gauche, etc. Mais que dans la vie courante, pour représenter mes intérêts, pour pouvoir faire les dépenses qui sont nécessaires à la survie de ma communauté, j'allais dire de mon peuple, qui témoigne en peuple, quitte à moi, j'ai pas de peuple, je peux aller. Et il a raison. Oui. Non, il a raison. Mais brusquement, l'idéologie reprend, etc. Bon, je constate ça. Je ne demande pas que l'on conclue pour moi. Je constate les faits. Les faits sont têtus. OK ? Bon, alors, on sait que déjà en Guadeloupe, Harry Chalut et puis Olivier Servat, ils se sont réunis un petit peu pour... non, mais Chalut a donné son parrainage là aujourd'hui. Pour le pass sanitaire, oui. Donc il n'y a pas de problème. À Macron, pardon, il a donné son parrainage à Macron. Oui, bon, je suis perplexe devant les actes. Mais c'est la politique, vous me direz. C'est normal, c'est le système démocratique, on joue, on donne. C'était le pass sanitaire, on s'est opposé, maintenant c'est les élections, on vote pour vous. Heureusement qu'on n'a pas la couture sur le pantalon. Mais je ne pourrais pas faire de la politique, c'est sûr. Je ne pourrais pas faire, ni Eddy non plus, ni Christian encore moins. Alors... méfie-toi. Tu nous caches des choses. Non, mais il me provoque.
Bon, Nadia, elle est séparée, Madame Hidalgo? En tout cas, elle coche bien les cases. Elle respecte la feuille de route du candidat à une élection nationale. C'est une élue locale, j'allais dire, même si c'est quand même la capitale de France, la grande ville de Paris, mais tout candidat à une élection nationale, donc présidence de la République, qui va représenter la France partout dans le monde, il faut effectivement, comme l'a souligné notamment Eddy, travailler sa dimension nationale. Et dans sa dimension nationale, il y a les Outre-mer. Donc, dans les Outre-mer, qu'importe que le vote compte ou pas, qu'importe qu'il vote pour sa couleur politique ou pas, il faut y aller. Et donc, pour le coup, Madame Hidalgo, je dirais pas de façon cynique, mais moi, électrice lambda, oui, elle joue le jeu. Elle a rempli toutes les cases, comme tu dis. J'aime bien la formule. Sargasses, chlordécone. Non, déjà. Ah oui, donc je vais faire Antilles, pas Guyane. Ouais. Bon, voilà, Macron, il a déjà parlé de l'espace et tout ça. Ça, c'est la Guyane, ça, c'est Kourou. Ça, je laisse de côté, je me concentre sur les Antilles. Après tout, biodiversité, problème sargasse, on en a parlé au niveau national. Chlordécone. Alors, de façon récurrente, le gros sujet, c'est le chlordécone, puisque avant, c'était la posture post-esclavage, donc on était un descendant d'esclaves, etc. Ça, c'est un petit peu mis de côté. Et le nouveau sujet qui tient, c'est le chlordécone. Parce qu'on a empoisonné les Antilles avec le chlordécone. Donc, ce sujet, il reste d'actualité, puisqu'il n'est pas résolu. Oui. Je ne dis pas puisqu'il n'est pas résolu, comme si sa résolution était imminente, etc. Mais en tout cas, c'est un sujet vraiment encore chaud bouillant. Donc, on lui a bien préparé ses fiches. Voilà. Elle parle bien, donc, tu disais de chlordécone, bien sûr. Sargasse, c'est un... La Vigère. On y vient sur le plan économique. Parce que nous aussi, on coche toutes les cases. Ouais. Qu'importe qu'on compte ou pas, on coche toutes les cases des dysfonctionnements. Et puis aussi, le fait qu'on soit spécifique, alors je mets des gros guillemets à ça, oui, on a une réalité économique qui s'explique, qui n'est pas celle de l'Hexagone, du continent. Et donc, effectivement, elle reprend bien tous les événements. Aussi, la question de la jeunesse et de la violence, sachant que Paris, là, pour le coup, elle en sait quelque chose. La ville de Paris en matière... Sachant que Paris, c'est pas la France, mais c'est aussi une autre expression de ce qui peut se passer au niveau national. Et donc, oui, la visite, elle a été faite moi, je trouve vraiment qu'elle a rempli les cases. Elle a bien coché. Très bien. Christian, tu adores Mme Taubira, tu m'as dit. Ah, c'est vrai. Je te dis ça. Il faut que tu parles un petit peu, parce que je sais que tu vibres pour... on l'a vu tout à l'heure. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, comme tu le disais, Taubira candidate, manifestement, elle ne le sera pas. Hein? Il n'en demeure pas moins qu'elle fait une certaine intervention et puis qu'elle a parlé aussi des Outre-mer il n'y a pas très longtemps, au cours de sa conférence de presse. Elle était entourée de Christian Paul, qui était ministre des Outre-mer d'ailleurs, bon, et puis d'un député guadeloupéen. Alors, en somme, qu'est-ce qu'elle a indiqué? Elle a dit qu'effectivement, que les Outre-mer ont un rôle à jouer, notamment dans le cadre de la transition écologique et solidaire. Effectivement, elle met en relief le fait que la biodiversité, nous sommes 80%, enfin nous correspondons, les Outre-mer, à 80% de la biodiversité française, ce qui est une richesse extraordinaire pour la France. Elle met en relief également plusieurs choses. Elle met en relief d'une part que, enfin, dans le désordre, que la Guyane devrait faire partie du Mercosur, qui est le marché commun d'Amérique du Sud, et qui n'y est pas. Elle met en relief également que la France a toujours eu une politique à géométrie variable, un petit peu concernant les Outre-mer. Elle souligne aussi les carences aussi des investissements de l'État, notamment dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les infrastructures. Voilà, et donc, et puis elle dit une phrase qui a sa consonance: les peuples seuls font leur bonheur. En parlant d'autonomie. Voilà, c'est ça. Alors elle revient un petit peu de manière un peu caricaturale sur les propos du ministre des Outre-mer arrivant en Guadeloupe et puis paniqué et puis qui dit si c'est l'autonomie, on garde l'autonomie. C'est un peu ça. C'était vraiment. Était-il vraiment paniqué? Ou n'est-ce pas une stratégie? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas c'était très surprenant. Hein. Devant l'opposition, il a sorti ça comme une baguette magique, quoi. En clair, c'est ça. Hein. Donc c'est vrai que ça a un peu dérouté. Alors elle dit à ce propos, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il faut effectivement que les citoyens puissent être consultés et puis exprimer collectivement leur souhait de l'évolution statutaire.
Donc, en fait, elle termine en disant qu'elle est toujours ouverte à la discussion avec les autres candidats de gauche. Elle a aussi annoncé l'intensification de sa campagne et également des déplacements en Outre-mer. Est-ce que tu as regardé la deuxième femme qui a fait un petit peu le buzz cette semaine? C'est une députée européenne, c'est ça? Une eurodéputée? Ouais, une eurodéputée, voilà. Maxette Pierre-Bacas, qui est passée de Marine Le Pen à Zemmour. Bon, c'est presque un événement. Non, mais c'est un épiphénomène. Ouais. Non, mais j'ai eu l'occasion d'être avec elle à un colloque sur l'agriculture, mais elle est agricultrice. Elle en connaît quand même un morceau. C'est elle qui alimente tous les. Elle parle un petit peu sotte là dans ses prises de position, celle qui met en valeur Marine Le Pen, mais qui met en valeur sa collée à Zemmour, mais elle connaît un morceau. C'est une femme. Moi, je défends toujours les femmes systématiquement. Ah bon, elle est passée à Zemmour, cette dame-là. Elle est à Marine Le Pen. Non, elle est passée. C'est vrai qu'il y a une fuite. Mais c'est pas un grand écart. Hein. Vous savez que Marine Le Pen a quitté Marine Le Pen pour aller avec Zemmour. En tous les cas, on va faire... Et puis il y a Maréchal qui devrait se prononcer. Elle a déjà fait. Elle a déjà dit qu'elle était. Tout ça me chagrine. La politique me chagrine. Vous regardez comme je suis triste. Je suis député, jingle et société. Sortons de ce. Vous avez compris que c'est pas vrai, j'adore la politique, mais enfin j'aime aussi les idées. Le projet ADN Caraïbes, deux mots, parce qu'on va traiter ça plus longuement après, Daniel. Eh bien, si c'est deux mots, donc c'est monsieur Henri Tolliot, qui est quelqu'un qui a fait ses études au campus caribéen des Arts, qui a passé un doctorat aux Antilles. Alors, je vais vous lire le titre de sa thèse, parce que c'est pas courant. Arts biologiques et artificiels chez les artistes contemporains de la Caraïbe et du continent américain. Et il a fait une thèse dessus. Donc, lui, on le voit là, avec sa compagne, dans comment ils appellent ça? Une performance. Une performance. Donc, il est le complice et le compagnon d'Annabelle Guéredra, qui est chorégraphe et performeuse. Et donc, il est dans une recherche qui allie l'art, le digital, ce qu'il appelle le vivant. Et donc, c'est une voie qui est totalement nouvelle, il faut dire. Et donc, son projet ADN, c'est de considérer que, en demandant à des personnes qui s'occupent elles-mêmes du séquençage de leur ADN, de faire une vidéo pour dire ce qu'elles attendent du résultat de ce séquençage, et une vidéo quand elles ont reçu ces résultats. Parce que, bien évidemment, les gens ont beaucoup de préjugés ou de fantasmes sur ce qu'ils vont trouver, en s'imaginant qu'ils sont de purs descendants, afro-descendants, ou bien qu'ils sont de purs descendants de caucasiens. Et puis, quand ils reçoivent leur séquençage, ils s'aperçoivent qu'ils sont multiples, comme tous les êtres humains. Et donc, sa démarche, qui est une démarche d'humanisme, c'est de montrer que par l'ADN, nous sommes tous pareils. Et le séquençage qu'il transforme en œuvre d'art, digitale ou physique, c'est-à-dire qu'on voit, lorsqu'on représente cet ADN, qu'ils se ressemblent, quel que soit, qu'on soit noir ou blanc, ça n'existe pas. La race n'existe pas. Autrement dit, je t'interromps pour préciser qu'on a à peu près 90% d'éléments génétiques identiques, quelle que soit la race, la couleur, l'origine, les peuples, et que c'est sur 7% que joue un petit peu, et avec une grande similitude, même dans ces 7%, que c'est 1 ou 2% de ces éléments génétiques qui différencient donc, en fait, de toi et de toi et de toi. L'intérêt de la démarche, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et nous en faisons partie, qui par choix intellectuel ont compris et ont dit que nous étions tous humains, que la question des races. Et lui, sa démarche, c'est de montrer que scientifiquement, par la preuve de l'ADN, qu'il transpose ensuite en œuvre d'art, de montrer cette réalité. C'est donc ça vient casser les préjugés de ceux qui sont ancrés dans des préjugés et qui n'ont pas lieu d'être. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect positif, celui que tu décris, savoir casser ces idées toutes faites, ces schémas. Mais quelles sont, d'après vous, les retombées au niveau
social, quoi, au niveau de telles découvertes, de l'apport génétique. Eddy? Bon, moi, je pense que l'homme, de manière structurelle, essaie de concourir à sa propre perte. Et un projet comme celui-là, il est magnifique. Mais à terme, il est clair que l'exposition de la vérité n'a pas toujours été accueillie de manière sereine par l'humanité. Voilà. Et vous le savez. Je suis le chemin, la vérité. Oui, Nadia? Moi, je vois la constitution d'une formidable banque d'ADN qui va être contrôlée par qui, vue par qui. Enfin, voilà, c'est plutôt ça. À terme, parce que évidemment. Oui. Et puis en plus, volontairement. Quand on dit gaiement, on va donner son ADN. Oui. Voilà. Oui, et puis, c'est la théorie du complot. Dystopie et compagnie? Oui, c'est trop de films. Christian? Je n'ai pas d'opinion. Là-dessus? J'aime bien Christian, tu sais, prise de recul totale, prudence absolue. Mais oui, mais moi je découvre, je n'étais pas au courant de ce sujet. Donc, moi, mon opinion est la suivante. D'abord, c'est novateur. C'est la raison pour laquelle Tous Créoles a fait un café littéraire hier soir sur cette question. C'est difficile à faire passer comme explication technique. Le rendu, la sublimation artistique de ça, ça demandera à être travaillé, mais il le dit lui-même, il est dans une approche. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il peut séquencer lui-même, mais il ne le fait pas, parce que la législation ne le permet pas. Donc chacun le fait faire à l'étranger, puisque ce sont des compagnies, comme il dit, des sociétés étrangères qui peuvent le faire, et on vous livre votre ADN. Et vous avez des surprises. Vous avez des surprises colossales. Tout le monde a déjà vu sur Facebook et autres ces résultats de gens qui se testent et puis disent « Ah, émotion », on leur dit « Qu'est-ce que vous pensiez ?» Et c'est rare que des caricatures comme ça, humoristiques, correspondent à la réalité. Parce que notamment, dans le cadre de la conférence qu'il a faite hier, il y a un béquier qui a témoigné et qui te dit bon, je le subodoré peut-être, je le savais peut-être. Il ne dit pas ça d'ailleurs, j'anticipe sa pensée. Il explique et il dit voilà, les résultats, c'est que bon, j'ai 8% de Nigériens d'origine ethnique noire, des Nigériens, un peu de Scandinavie, un peu ibérique ou portugaise, etc., etc. Et comme dit Eddy, c'est vrai que c'est une vérité que lui, il accepte avec enthousiasme, parce que c'est un militant de tous créoles et qu'il est d'accord pour la fraternité des peuples et tout. C'est pas évident que tout le monde très peu vont s'y soumettre, à mon avis, et ceux qui l'auront fait vont le faire en catimini, caché. Quand ils vont voir ça, ils vont dire, ils vont mettre ça dans le troisième tiroir. Il y aurait brûlé d'ailleurs. Ouais. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que même si vous n'êtes pas candidat à ce test va être fait pour vous de toute façon. Ce que souligne un certain nombre de chercheurs, c'est que l'énorme campagne de vaccination mondiale va probablement, qui a été précédée d'une campagne encore plus énorme de tests, a contribué à la récupération de l'ADN mondial. En fait, je préfère ne pas en parler davantage. Prochain sujet. Ouais. Ça l'a laissé. Méditer. Je passe. C'est le grand complot. Bon, j'espère qu'on est en train de faire de l'imaginaire, mais c'est tellement proche de la réalité. C'est tellement proche de la réalité. Un petit sujet qui nous tient tous les deux à cœur, Christian et moi, c'est l'entretien de la signalétique en Martinique. Ça paraît tout banal, on a l'air d'être une société de vieux corses qui disent « ouais, les panneaux sont sales et tout », mais il y a beaucoup d'implications. Ouais. Christian, développe, s'il te plaît. Alors, moi, je suis frappé depuis très longtemps par cela, par les panneaux. Alors, j'avoue que j'avais un ami métropolitain qui venait ici très souvent, et chaque fois, il me disait « mais Christian, il n'y a pas d'indication, c'est pas indiqué. » Alors, après, j'ai regardé, je vois que beaucoup de panneaux sont sales, illisibles, crochus. Carton B, regardez, voilà, j'ai fait quelques photos. Voilà. Alors, je pars d'un rêve, d'une société propre, d'une société précise, d'une société de vertu. Vous voyez? Et je me dis, qui entretient... D'efficacité aussi. D'une efficacité, absolument. Et puis d'ordre. L'ordre, c'est nécessaire. Donc je me dis, si on a des trucs comme ça, mon Dieu, mais où est-ce qu'on va avec des trucs aussi laids aussi... Non, alors, après je me dis, qui entretient ça? Mais ça dépend du statut des routes. Ah bon, je ne sais pas, alors tu pourras nous éclairer. Mais c'est un appel en tout cas. La civilisation commence par l'ordre. Et l'ordre, c'est aussi la propreté. Tu nous effraies un peu là. Tu sais que nous avons à peu près les mêmes, comment dirais-je, les mêmes, osons, les mêmes croyances. Et
Et là, les mots ordre, civilisation, Oui, tu mais sais, ça fait référence à des gens que nous n'aimons pas beaucoup. Non. Alors, revenons à des choses plus basiques. L'ordre, apprendre à faire le livre. Apprendre à mettre les chaussettes tout à dans souliers. Tu vois, on n'est pas dans l'ordre de voilà, c'est-à-dire la propreté. Mais l'ordre, c'est aussi la politesse. L'ordre, c'est tout ça, c'est les vertus, le respect. Et puis la représentation de soi aussi. Voilà, alors tout ça. Alors, moi, mon petit message, c'est ça, c'est partager avec vous cette nécessité que, même à travers des panneaux de signalisation, parce que la signalisation, c'est quoi? C'est aussi l'ordre, c'est aussi l'indication de l'itinéraire. Tu vois, je veux dire, donc, allons essayer de faire en sorte, alors les autorités qui sont compétentes, les mairies, faites l'identification de tous les trucs qui sont sur votre espace, n'est-ce pas? Et puis, allons essayer de trouver une solution pour que ça soit propre. Nous sommes un pays à vocation touristique aussi, il faut pas l'oublier. On est d'accord. C'était tellement évident que bon. Non, mais il faut dire. Mais attends, Christian, attends. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu fais partie, par exemple, d'une collectivité, n'importe laquelle, celle du Cap-Nord, celle de la Cassem et autres. Et tu as des collègues, et vous êtes une trentaine, nous empruntons les mêmes routes, eux et moi. Nous regardons les mêmes panneaux. Avec la différence qu'eux, ils émargent à la fin du mois. Je ne vais pas faire du politique bashing, etc. Mais enfin, c'est presque ça. Mais quand tu regardes ça et que tu es sur la route, ou pas honte alors? Attends, mais pour le coup, le point essentiel de ce que tu dis, c'est que tu regardes les panneaux. Ben non, parce que concrètement, ça montre bien qu'on est tourné sur nous-mêmes. On ne regarde pas les panneaux parce qu'on sait où on est et on sait où on va. Donc nous, on n'a pas besoin de regarder les panneaux. Et c'est là tout l'intérêt de ce que dit Christian. On est à vocation touristique, mais quelqu'un qui arrive, il ne sait pas. Tu vas lui dire, tu prends la route principale. Vous avez juste oublié quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont vraiment besoin d'aller quelque part, ils n'utilisent plus les panneaux, ils utilisent ça. Méfie-toi. Je comprends ce que tu dis, mais le touriste a tout utilise les panneaux. Non. Parce que le touriste n'a pas forcément 25 ans ou 60, il a parfois 62 ans, 65 ans. Il est d'une génération. Je vais répondre à Eddy. À l'heure actuelle, à Paris, quand tu mets en marche ton, comment tu appelles ces dispositifs-là, de la GPS Géolocalisation. Les taxis que je pense que je vais prendre le métro, je ne sais pas, je n'ai plus faire ça, je n'ai plus la force de faire ça. Donc je circule toute la journée en taxi quand je suis à Paris, ils me disent que c'est peu adapté parce que c'est les longs de où ils changent et que madame, ton amie Anne Hidalgo, que tu aimes beaucoup, etc., elle a bouleversé Paris pour les Jeux Olympiques et qu'on n'a rien changé. On a mis des sociétés qui n'existaient pas. Donc bon panneau qui dit qu'on va, ça aide. Et puis aussi, ça te fait faire des périples complètement tordus et loufdingues. Bon, alors, on t'a répondu. Là, en tout cas, Paul l'a dit, les panneaux, c'est à mon sens une nécessité qu'on puisse les gérer, les nettoyer, les entretenir. Bon, il y a autre chose encore. Vous avez remarqué qu'à une époque, dans ce pays-là, il y avait toujours des gens qui faisaient le tracé, la signalétique au sol. Je me disais, pourquoi? Parfois même, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas très utile. Là, quelque part, il va dire, mais je n'ai pas fait le couillon. On savait très bien que... Bon, ne dis rien, il dit, je sais de tes yeux que j'ai fait l'innocent. Bon, maintenant, pour une raison que j'ignore, c'est fini. Il n'y a plus de signalétique au sol. Alors, ça veut dire que quand tu es dans quelqu'un qui a la moitié de la population a des problèmes de deuil, de glaucome, de cataracte. Et c'est-à-dire qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on est en déficit de luminosité, on ne voit plus rien, même des personnes de plus en plus jeunes. Ça veut dire que tu roules, ça fait un petit peu société de service, émission de service, ce que nous faisons. Mais je suis désolé, c'est ça la politique, la vie de la cité. Tu roules, donc tu te connectes sur une ligne pointillée à droite, et puis pas de ligne pointillée, donc où est-ce que tu vas? Dans le décor, et tu as un tournant après. Je crois qu'il faut penser quand même. Alors là, maintenant, tu as beaucoup connaître la route, je suis désolé. La nuit, c'est fini. Ou pas Kawaii, etc. Je pense qu'il faut quand même que quelqu'un le dise. Alors, s'il n'y a plus d'associations de consommateurs dans ce pays-là, s'il n'y a plus de sociétés de défense des usagers, notamment pour ces pléthores de radars là, que l'on met n'importe comment, qui sont des machines à fric plutôt que de servir réellement à la sécurité. S'il faut laisser aux jeunes le soin de bloquer les carrefours quand on est saturé du mal-vivre, les choses ne vont jamais marcher dans ce petit pays merveilleux, ventilé bercé par les... on va dire ça à chaque fois. Sucre de vanille. Voilà. Bon, un petit jingle et puis cinéma. Cinéma. Oui, Nadia, oui. Non, tu connais tellement bien J'attends le top. Alors, un sujet un petit peu pointu que je vous avais annoncé, ça fait 15 jours, parce qu'Eddy était là, c'est ma façon de repérer
Pointu, c'est quand il dit là. Merci pour nous. Non, j'avais annoncé. Non, j'attendais qu'il soit là. Parce qu'il dit, était là. Ouais. Non, que j'avais annoncé ce qu'on appelle la chronologie des médias. Et est-ce que la chronologie des médias, tu vas expliquer ce que c'est, telle qu'elle est conçue par la réglementation française, entraîne des difficultés pour le cinéma français? Ok. À vous la parole. D'accord, c'est bien, tu portes le doigt sur la chronologie des médias. En fait, le point est le suivant. À l'occasion de la crise sanitaire, mais bien avant, avec l'avènement des plateformes de streaming, je vais d'abord parler de Netflix parce que c'est vraiment le premier à avoir fait ça, véritablement, le modèle économique du cinéma mondial a évolué. C'est vraiment ça le point. Il reposait avant sur un principe donc, de production et d'exploitation. Production, c'est ceux qui mettent l'argent. L'exploitation, c'est on retourne sur investissement. Et donc, le retour sur investissement se passait de la façon suivante, de l'exploitation en salle, avec toutes les taxes et compagnies qui vont avec, puis l'exploitation privée. L'exploitation privée, c'est sur des supports individuels, donc DVD, etc. Enfin, VHS d'abord, ensuite DVD, etc. Et donc, voilà le principe. Ce que les plateformes ont changé dans l'environnement... Netflix, Amazon, c'est ça les plateformes. Disney+, etc. C'est qu'elles sont arrivées en production, où la fameuse exploitation en salle, elle était aussi faite par de grosses sociétés de production. Donc, les grosses sociétés de production... Quelque part, elles acceptent de mettre l'argent sur quelque chose sur lequel elles sont certaines d'engranger. D'avoir un retour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu l'émergence d'autant de gros films, ce qu'on appelle les blockbusters, les films qui sont généralement à des périodes bien déterminées de l'année, mais qui finalement font le cinéma. Ouais. Mais d'une certaine façon, c'était équilibré d'un point de vue artistique et intellectuel, puisque elle servait aussi, en faisant beaucoup d'argent avec un gros film, comme je dis n'importe quoi, Avengers, au message, ça permet, ou alors plutôt Spielberg, parce que lui sait très bien faire ça, ça permet ensuite de financer un film peut-être plus intimiste, qui va coûter moins cher et qui va aussi rentabiliser. Il va aussi se rentabiliser, mais pas dans les mêmes proportions. Je dis Spielberg, tout le monde se souvient de son troisième Jurassic Park, qui est une énorme pub pour une certaine voiture et qui lui a permis de financer par la suite Amistad. Voilà, concrètement, c'est ce qu'il fait. Il fait ça vraiment très bien. Ça, c'est le schéma classique. Ça, c'est le schéma classique. Et en fait, donc, les studios ne prennent plus autant de risques et donc les plateformes qui, elles, sont uniquement sur leurs clients directs. On est directement sur l'exploitation privée. Par Internet. Directement l'exploitation privée. Eux aussi, ils se mettent comme financeurs de films. Bien sûr. Donc, ils prennent sur le marché où les studios ne vont pas prendre de risques. Eux, ils vont prendre le risque avec leur... Donc, c'est un nouveau modèle économique. Ouais. Un modèle économique qui a mis donc en danger celui en place et qui s'est montré particulièrement criant au moment de la crise sanitaire. Parce que là, les cinémas étaient fermés. Donc, cette exploitation, il y avait une place à prendre. Et ils l'ont prise complètement. Ouais. Ce qui est intéressant, mais la question... Mais est-ce que ça porte réellement à tête au cinéma, le cinéma? Alors, et à côté de ça, donc, si tu veux, quand tu dis chronologie des médias, c'est donc le respect ensuite des timings sur les... le temps le temps qu'on doit respecter avant de diffuser sur les fameuses plateformes. Voilà. Donc tout ça a volé en éclats. Et par exemple, je trouve que l'exemple le plus intéressant, c'est celui de la Warner qui est un gros studio de cinéma et qui a maintenant sa propre plateforme et qui diffuse. Il produit un film, le film sort au cinéma et en même temps il sort sur la plateforme. Donc là, c'est vraiment l'intégration verticale. Mais c'est un modèle qui est à... On verra ce que ça donne. Il est en voie de mutation, c'est ce que tu veux dire. Il est en voie de mutation. Et toute cette explication faut pas écouter, il ne faut pas se réduire à ce qu'on dit que les plateformes détruisent. C'est pas ça. C'est vraiment un modèle économique qui est en train de se reconstruire. La crise sanitaire, elle a bien, pour le coup, montré l'envie et redonné aux gens l'envie et l'importance de la salle et de l'expérience commune qu'est de découvrir un film sur grand écran dans une salle de cinéma avec d'autres personnes. Et c'est quelque chose de différent que d'être... tout seul, avec sa tablette.
Enfin, surtout maître du destin, tu fais poste, tu vas dans ton frigo, etc. Ouais. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas la même magie. J'aime bien ça quand même. Alors que moi, non, j'en peux plus. Moi, je veux aller au cinéma. Ah ouais. Mais ça y est, tu peux à partir de ce soir. Wunderbar. Voilà, c'est ça le point. Très bien traité. Christian, est-ce que tu peux, mutatis mutandi, comme on dit dans mon métier parallèle, est-ce que tu peux faire une comparaison avec l'évolution de la musique en général? Ah, mais c'est... Enfin, tu me prends un petit peu dépourvu, mais en réalité, c'est les mêmes choses. Hein. Les grandes maisons comme Barclay, comme tout ça, c'est aujourd'hui, ils sont véritablement dans l'orientation numérique. Ouais. Parce qu'on sait bien que le disque s'est effrité, notamment le CD. Alors, bien que vous savez qu'il y a des tentatives de reprise du vinyle, oui. Hein, il y a, bon, même le marché, même de la musique enregistrée, s'est stabilisé en 2021, en tout cas en France. Alors, c'est peut-être dû effectivement au confinement où les gens ont acheté davantage, mais c'est vrai qu'on est dans une mutation qui est très importante et qui touche précisément notre musique. Je vais te poser une question. La rentabilité que les gens avaient en vendant 30 000 ou 40 000 disques aujourd'hui n'existe plus. Voilà. Christian, une question. Est-ce qu'on n'écoute plus de musique maintenant qu'avant? Je n'ai pas d'éléments, mais peut-être que oui. Non, mais t'en as ton senti, oui. Parce que là, il n'y a pas... Oui, parce que, bon, il y a... Voilà, je veux dire, on accède plus facilement à la musique aujourd'hui. Non, la consommation a explosé. Oui, donc, quand on voit le nombre de jeunes qui ont des écouteurs... Oui, la consommation, absolument, oui. Ils écoutent de la musique parce qu'elle est plus démocratique. Mais parallèlement, les retombées économiques... Parallèlement, voilà, la vente de musique enregistrée, précisément, ne rémunère pas du tout les artistes. C'est injuste? Ben moi, j'ai une nostalgie. Hein. Je suis d'une génération qui fait que, bon, moi j'avais même envie de dire, il faut trouver des solutions pour nos pays. Parce que je pense à Harry Diboula, je pense à Harry Vega, je pense à tous ces gens qui faisaient... Et aujourd'hui, ils ne produisent plus. On n'a plus de producteurs. Il y avait des producteurs qui investissaient. On a connu quand même des moments, je vais dire, de gloire de la musique antillaise. Et c'était lié aussi à une distribution, à une production. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Ça fait quelques mois... On attend de Thomas Boutan qui nous envoie le global, le disque du Big Jazz Collective. Ouais. Christian l'attend, il me dit il va arriver. Et puis je sais pas, je vais sur Deezer, je clique, je sais, ouais, boum, je l'ai. Je dis mais qu'est-ce que Christian me raconte? Christian attend. Oui, mais bon, c'est comme tout, hein, c'est comme le cinéma dont on parlait. Hein. Depuis qu'on a fait le cinéma, c'est autre chose. Vous vous rappelez ce concept-là? Parce qu'on a voulu, effectivement, au moment où la vidéo allait remplacer, on a voulu garder le système de consommation. Donc, il a été nécessaire de sensibiliser les gens sur le mode opératoire. Et aujourd'hui, on peut se réjouir que le cinéma français fonctionne toujours, le cinéma en salle. Donc, il faut trouver, à mon avis, le juste équilibre entre cette technologie qui, il faut bien comprendre, qui est dévorante, quoi, et puis des pratiques aussi qui garantissent une économie. Mais enfin, je sais que c'est pas simple. Non, mais en je pense qu'on vit un moment de charnière, de révolution. Il n'y a plus de machine à écrire où on tape. Hein. C'est clair. Redonnons la parole à la maîtresse du cinéma qui va nous parler de la Berlinale 2022. La Berlinale 2022, c'est quand même le premier festival international de films européens. C'est vraiment lui qui lance la saison. Cannes en juin, et puis la Mostra de Venise en septembre, enfin au début septembre. La Berlinale, elle a une couleur particulière, toujours. C'est un cinéma d'avant-garde. Et c'est une posture prise qui se renforce, notamment sur la question des genres. Cette année encore, ils ont bien inscrit ça. Ils récompensent, leur palmarès est très majoritairement féminin. Ils récompensent en prix d'interprétation. L'interprétation chez eux est non genrée. Donc, ce n'est pas un prix d'interprétation masculine, un prix d'interprétation féminine. C'est un prix d'interprétation en rôle principal et en rôle secondaire. Et en qualité. Voilà, il se trouve que ce sont 2 femmes pour 2 films différents qui sont récompensés. Claire Denis complète le trio de réalisatrices françaises, Cocorico, françaises récompensées, puisque après Julie Ducournau et j'ai oublié le nom de la deuxième pour l'événement. Elle est récompensée. Elle a la meilleure réalisation pour son film, dont j'ai aussi oublié le titre décidément. Et puis, l'Ours d'Or est attribué à une jeune réalisatrice de 35 ans, espagnole ou mexicaine en tout cas, qui raconte l'histoire de paysans des difficultés. Pas pour clôturer le débat, mais j'ai eu une fiche tardivement.
qu'il y a réellement eu une montée en puissance du cinéma africain. Je vais te l'envoyer, que j'ai, je pense que dans les pages du Monde. Et puis maintenant, on va passer à des choses plus locales. Clap de fin pour le Ciné Martinique Festival. Le jury a dévoilé les lauréats de la 16e édition du festival. Je n'avais pas réalisé que ça faisait tout ça. Hein. Oui, sachant que la 17e va se dérouler en octobre. Hein. Ouais. Ça, c'est bien. Oui, donc on a déjà... pareil, l'année redémarre bien, on était en salle. Et clap de fin pour des productions. Alors, le festival, la compétition, elle concerne plusieurs types de films. Il y a les documentaires, il y a le court-métrage. Et dans les courts-métrages, il y a plusieurs sélections et sections, pardon. Plusieurs sections. Les films étaient tous... tu parlais de montée en puissance du cinéma africain. Moi, je suis vraiment heureuse de voir la montée. Je ne vais pas parler des documentaires, je n'ai pas suivi la compétition. Mais en tout cas, les films, les courts-métrages qui étaient en compétition étaient vraiment de bonne qualité. De Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de la... Haïti. Oui, Haïti. Les films sont de bonne qualité. Donc, on se dit... pas enfin, mais et pourquoi pas imaginer l'émergence et voir la concrétisation d'un cinéma caribéen. Caribéen dans lequel les Antilles françaises ont aussi leur mot à dire et s'approprient l'écriture cinéma. On pourrait formuler un vœu que les chaînes, notamment entre guillemets nationales, produisent davantage, mettent plus de focus sur la production antillaise. Moi, je trouve que quelquefois, c'est à des heures tardives ou bien c'est pas des heures grand public. Je trouve qu'on ne met pas suffisamment en valeur la production antillaise. Tu peux pas obliger les gens à t'aimer. Mais en fait, c'est une connaissance. En fait, mais c'est bien ce que dit Daniel parce que le court-métrage, qui est pourtant presque un passage obligé, c'est pas qu'il n'a pas bonne presse, mais il n'est pas très connu. Les courts-métrages, et pourtant ce sont des films extrêmement intenses. Le film Jusqu'à la garde, c'était au départ un court-métrage qui a été récompensé donc, dans le plus grand festival de courts-métrages qui se trouve en France, c'est Clermont-Ferrand. Et il a marqué les esprits, et donc son réalisateur a travaillé et en a fait un long-métrage, avec la carrière qu'on lui sait par la suite. Ce que dit Daniel m'interpelle, donc je suis tombé sur un film déjà ancien avec Depardieu et puis Daroussin, etc., sur la guerre d'Algérie, Les Hommes. Des Hommes, c'est récent. Où tout au début du film, et c'est récent le film, je crois qu'il est ancien. Parce que la guerre d'Algérie est ancienne, pardon. Et tous les couplets, le film débute avec une musique de Marie-Josée Ali, Paris c'est moins ou autre chose. Donc si nous avions, et ça c'est le dada de Thomas, Thomas Bouton, le fils du vieux monsieur qui est là, si nous avions effectivement de véritables mandataires culturels, c'est le métier, qui allaient vendre notre musique, notre cinéma, notre culture et nos livres, on ferait peut-être pays, et puis on s'occuperait de stratégie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que notre production a de multiples prix à l'international, et ce n'est pas suffisamment mis en valeur ici. Oui, et puis au niveau aussi de notre beau pays, la France. Jingle musica, la musica que baila. Alors, vous connaissez Christian Bouton, il a des idées parfois marrantes. Il me pose la question, il me dit, écoute, je vais te poser la question, pourquoi ne pas faire au carnaval le port du masque obligatoire? Parce que c'est un carnaval de Venise. Alors voilà, je partage avec vous, mais en fait, c'est un peu de petits délires, quoi. Mais en même temps, si vous voulez, c'est l'innovation. C'est pas si fou que ça. Quand il y a des contraintes, il faut trouver les solutions. Non, moi je pense que c'est parfaitement raisonnable, puisque l'un des piliers de notre réflexion, j'allais dire, au cœur même de notre nature, c'est, sans refaire là, moi je regarde des masses passées. Pas mal. Alors, je dis, on est certain que, quelles que soient les orientations qui seront prises par le préfet, c'est mon qui fait carnaval. Ben oui. Okay? Donc, nous avons dit, les amis, mettez masque en figisote. Portez masque. Il y a des élections déjà. Prends masque, toutes ces mounons qui ont tous ces boucles-là, puis Mélenchon, etc. Bon, prends masque. Et puis, allons essayer de faire monter notre créativité. Allons créer des masques. La question du masque est quelque chose de très large, vous savez. Donc, l'innovation. Donc, je propose effectivement que si tout le monde porte un masque, ça devrait limiter de façon importante les possibilités de transmission de virus.
en laissant le carnaval s'exprimer. On peut aller plus loin. Alors, je parlais des élections présidentielles à travers les inspirations de masques, la créativité locale. Et puis, je me suis dit, mais si on créait des concours, des challenges, des récompenses pour les mieux masquer. Voilà, enfin, j'essaie de trouver une solution pour pouvoir contourner, n'est-ce pas, ce dispositif qu'on peut juger répressif. Mais en tout cas, s'il pouvait donner à notre imaginaire une capacité d'existence, voilà. Tu seras suivi parce que ce qui est de génial avec ta proposition, c'est que tu peux mettre un masque devant et un masque derrière. Définitivement, on ne sait pas. Voilà, donc nous suggérons auprès aux autorités cette recommandation, et tu peux marcher en reculant. Cette exigence. Porter un masque. Sous l'effet carnaval, mettez un masque en feu de jour. Et comme ça, on aura un carnaval original qu'on va filmer, qu'on va pouvoir rentabiliser par une promotion la plus absolue. Et puis on donnera une leçon de discipline, de civisme au monde entier. Voilà, par notre innovation. D'ordre. Et d'ordre. C'était marqué. Hein. Bon, Joe Desormeaux, pour plagier Bétis, d'un article, c'est un monument culturel martiniquais dont il faut parler. Il faut que nous parlions. Voilà, ça m'a semblé tout à fait naturel en cette période de faire un clin d'œil à Joe, parce que voilà, et à sa famille aussi, parce que j'ai connu Joe de manière assez proche. C'était vraiment ce qu'on appelle un militant de la cause martiniquaise. Alors Joe, c'est le frère, je rappelle, de Michel Godzom. Michel Godzom, c'est son petit frère, et l'éditeur aussi, Émile Desormeaux, c'est aussi le frère. La famille Desormeaux a joué un rôle quand même assez conséquent dans l'histoire culturelle de notre pays. Et donc, alors Joe, depuis très jeune, il était passionné de la musique. Il a vécu en Guadeloupe un petit moment, puisqu'il gérait une librairie pour son frère. Et Joe, il s'est révélé dans des radios crochets. Ouais. Voilà. Et après, c'est Michel qui a fait connaître ses premiers morceaux. Qui était Michel son frère. Il y avait Lapin Moins. Il y avait Moi, on nous fait toute bagaille. Bagaille. Vous avez connu ça c'est Joe Desormeaux. Et puis, il a fait Bleu pâle, bleu foncé. Alors, Joe caricaturait beaucoup. Alors, voici. Son dernier tube, ça a été Voici le loup qu'il avait fait avec Hibiscus Records. Un succès. Et qu'un succès pour dénoncer, bien évidemment, cette européanisation qui nous arrivait dessus. Et Joe, effectivement, il a été aussi à RLDM, il a été animateur radio RLDM. La radio de Rivière-Pilote. Voilà. Donc je crois qu'il est utile il y a beaucoup d'œuvres de Joe qu'on ne connaît pas aussi, qu'on n'a pas vraiment diffusées. Mais c'est, à mon avis, une source aussi de formation, de découverte à travers ses textes, à travers les thématiques de ses chansons. Et donc, je pense qu'à ce moment de carnaval, je veux quand même, avec vous, n'est-ce pas, lui rendre hommage, rendre hommage à son travail extraordinaire. Il est mort relativement jeune, mais il est surtout mort politiquement déçu, il faut le dire. Mais je pense, parce qu'on connaît des gens de notre génération qui ont cru en un idéal pour la Martinique, indépendance, autonomie, etc., etc. Et Joe, je pense qu'effectivement, au fur et à mesure où le temps se déroulait, il a perdu ses illusions aussi, je pense. Il a été déçu. Je crois. On ne va pas creuser la question. Non. Désenchanté. Musique. Ouais, on fait pas. Ah, il a eu des prix. Il a eu des prix. Alors, moi, je dois vous dire aussi que nous, à la SACEM, on lui a remis 2 prix. Il a eu le prix pour Voici le loup, qui était le succès de l'année en 90. Et puis, une fois, on avait fait des hommages de la SACEM, on avait récompensé pas mal de gens, et on avait rendu hommage aussi à travers son travail. Il avait fait un titre qui m'avait frappé, c'est à l'époque, parce qu'on découvrait le 22 mai. À 22 mai également. Depuis 1975, il avait créé ça. Tout à fait. Ouais. Je pense que c'était un personnage attachant. Absolument. Ouais. Il habitait en Camé, la petite cité qui est au-dessus de Rivière-Pilote, tranquille. Absolument. Et quand il marchait dans les rues de Rivière-Pilote, c'était C'était vraiment une star. Un garçon attachant. Il avait des sportifs aussi. Il avait créé une chanson, une begin, ça nous a acheté le local là, voilà. Tu vois. Donc c'était déjà sa revendication de la production locale, quoi. Ça n'a pas perdu de son actualité. Non, absolument. Il est mort à 76 ans. Il a laissé. Alors, on fait le pendant. Alors, lui, il avait comme modèle Alfred Marie-Jeanne, et puis on met en face pas son rival, mais son correspondant de l'autre côté, c'est Guy Métalli, qui lui était. Et jusqu'à maintenant, il revendique son césarisme. Pas des progressifs, son césarisme.
Il a travaillé aussi avec Toto Vicente. Hein, oui, absolument. Il a fait la musique de film. La musique de film, absolument, tout à fait. Ouais. Ok. Et il ne chantait pas de niaiserie, il chantait des choses sérieuses. Et il arrivait quand même à faire les gens danser sur des choses très sous l'euro. Il faut avoir une veine artistique extraordinaire, des qualités. Tu l'as connu personnellement? Ah oui, j'ai connu Joe. En tant que directeur de la SACEM, il venait me voir régulièrement. Et puis je pense que moi, j'avais aussi une reconnaissance. Et puis c'était un homme très, très humble. Très doux, très à l'écoute. Très agréable, très bien. Nous avons fait une belle émission? Oui, vous êtes obligé de dire oui. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord saluer tout le monde, vous donner rendez-vous à Heidi dans 15 jours, à vous tous la semaine prochaine. Apprenez bien vos leçons. Heidi, c'est pas la peine, Heidi, c'est un bosseur. Vous aussi d'ailleurs. Rattrape-toi. Non, mais on comprend bien que tu as besoin de le caresser dans le sens du poil, donc il n'y a pas de problème. Parce que je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Non, mais j'aime Gérard. Ouais, voilà. Oh, c'est mignon, les garçons. Non, moi, je vous adore. C'est différent. Oui, vous avez eu des chaînes. Vidéo finale. Arrête, c'est des garçons d'amour. Vidéo finale. Ensemble musical pour le grand mission.